Lors de la réunion de famille, ma sœur a déclaré « Cède-moi le titre de propriété du domaine de 7,8 millions d'euros ». Quand j'ai refusé, ma mère m'a giflé avec colère devant tout le monde. Elle a dit « Tu n'as pas d'autre choix, fais ce qu'on te dit ». L'avocat l'a dévisagé et a murmuré « Savez-vous qui est en réalité ?» Immédiatement, toute la pièce est tombée dans le silence. Je suis Solange Lefebvre, et je frottais encore la brûlure sur ma joue lorsque l'avocat s'est penché en avant et a regardé ma mère droit dans les yeux. Toute la salle à manger s'est figée, plus de 30 membres de la famille retenant leur souffle parce que personne ne lui avait jamais coupé la parole de cette façon. Mais à ce moment-là, rien d'autre n'importait que ces mots, bas et calme. Tout avait explosé quelques minutes plus tôt, lors de notre réunion familiale annuelle d'automne, dans la grande salle à manger surplombant le lac de notre domaine dans les Alpes. Ma sœur s'était levée, avait claqué une pile de papier sur la table et avait dit froidement « Cède-moi le titre de propriété du domaine du lac de 7,8 millions d'euros, tout de suite. » J'ai refusé. Ma mère s'est levée d'un bond de sa chaise et m'a violemment giflé au visage devant tout le monde. Elle a sifflé « Tu n'as pas le choix. Fais ce qu'elle dit. » L'avocat l'a dévisagé et a murmuré juste assez fort pour que toute la pièce entende « Savez-vous seulement qui est le véritable propriétaire ?» Instantanément, la pièce entière est devenue silencieuse. Toutes les paires d'yeux se sont tournées vers moi. Si vous avez déjà vécu un drame familial comme celui-ci, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui s'est passé ensuite. Nous guérissons ensemble, une histoire à la fois. Ce matin-là, j'ai roulé sur des routes bordées de feuilles de pin dorées en direction du domaine au bord du lac dans les Alpes. J'étais arrivé de la semaine de la mode de Paris la veille au soir, portant encore le blazer noir et le pantalon ajusté de mon dernier essayage de défilé. Ma valise était remplie d'échantillons de tissus et de croquis au lieu de vêtements décontractés. La vieille allée de gravier a crissé sous les pneus lorsque je me suis garé devant la maison principale. L'endroit semblait identique à d'habitude, de hautes fenêtres reflétant le lac, de la fumée s'échappant de la cheminée en pierre, mais l'air semblait plus lourd que dans mes souvenirs. La réunion d'automne annuelle que mon grand-père organisait était déjà en cours lorsque je suis entré dans la grande salle à manger. Une longue table en bois était dressée pour plus de 30 membres de la famille, des verres en cristal scintillaient à la lumière, et l'odeur de dinde rôtie et de tarte tatin emplissait l'espace. Maman était assise en bout de table, la posture droite, un verre de vin à la main. Ma sœur, Laurine, était juste à côté d'elle, les bras croisés, les lèvres pincées. Mon cousin Julien rôdait à proximité, hochant la tête à tout ce que Laurine lui chuchotait. Les membres de la famille ont murmuré alors que je prenais une place vide près de l'autre bout. J'ai saisi des fragments, la célèbre qui n'est jamais là, toujours partie pour ses défilés de mode, ne vient presque plus nous voir. J'ai gardé un visage neutre. J'avais entendu des versions de cela pendant des années. La conversation est restée légère au début, avec les cousins parlant de leurs enfants et les oncles comparant leurs nouveaux bateaux. Mais j'ai senti le changement arriver. Laurine s'est raclé la gorge et s'est penchée en avant. Tout le monde s'est tu. Elle a commencé doucement, en commentant à quel point il était agréable que le domaine reste dans la famille. Puis elle s'est tournée vers moi. Tu es si occupé avec les défilés à Paris et à Milan. Tu ne reviens presque jamais. Il est logique que le domaine revienne à quelqu'un qui vit réellement ici, qui s'en occupe au quotidien. Quelques temps ont hoché la tête. Julien a ajouté, oui, exactement. Quelqu'un qui est présent. J'ai posé ma fourchette. Le domaine de grand-père n'est pas sujet à discussion de cette manière. Les yeux de Laurine se sont plissés. Il devrait l'être. Tu n'es jamais ici. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Tu as ton appartement de grand standing dans le Marais, n'est-ce pas? Celui que tu affiches tout le temps sur les réseaux sociaux. D'autres murmures d'approbation ont parcouru la table. Maman sirotait son vin, me regardant par-dessus le bord de son verre. Je suis resté calme. Grand-père avait ses raisons pour tout ce qu'il faisait. Ce n'est pas à nous de le diviser en fonction de qui se montre le plus souvent. Laurine a eu un rire sec. Des raisons? Il était vieux. Il ne pensait plus clairement vers la fin. Et tu en as profité, en venant pour de courtes visites, en envoyant de jolies cartes. Pendant ce temps, nous autres, nous étions réellement ici. Julien est intervenu à nouveau. Allons, sois raisonnable. Cède-le. C'est juste. La pièce s'est penchée en avant, attendant ma réponse.
J'ai regardé Laurine droit dans les yeux. Non. La chaise de maman a raclé le sol en reculant. Sa voix s'est élevée. Fille égoïste. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, payer tes écoles chics, te laisser poursuivre tes rêves pendant que nous autres tenions le fort. Tu nous dois bien ça. Les têtes se sont tournées entre nous. Quelqu'un a chuchoté, oh non. Laurine a fait glisser un dossier sur la table. Nous avons même fait rédiger les papiers. Signe, tout simplement. Rends les choses faciles. Je ne l'ai pas touché. Je ne signe rien. Le visage de maman est devenu rouge. Elle était maintenant complètement debout, la main levée. Tu feras ce qui est juste pour cette famille. La gifle a atterri lourdement, résonnant contre le haut plafond. Des halètements se sont propagés comme une traînée de poudre. Quelques cousins se sont couverts la bouche. Julien a esquissé un sourire narquois pendant une fraction de seconde avant de détourner le regard. Maman s'est penchée près de moi. Tu n'as pas le choix. Fais ce qu'elle dit. L'avocat, Maître Valois, qui observait tranquillement depuis le côté, s'est levé lentement. Il a fixé son regard sur maman et a parlé juste assez fort pour que la table entende. Savez-vous seulement qui est le véritable propriétaire? La pièce est tombée dans un silence complet. Les fourchettes étaient figées à mi-chemin des bouches. Les respirations semblaient s'être arrêtées. Maître Valois n'a pas élevé davantage la voix. Il a simplement dit, calmons-nous tous. Nous poursuivrons cette discussion lorsque les émotions ne seront pas si vives. Personne n'a argumenté. Les chaises ont été repoussées une par une. Les membres de la famille évitaient le contact visuel en sortant vers le salon ou la terrasse. Les conversations se sont réduites à des marmonnements gênés. La lourde porte d'entrée s'est ouverte et fermée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poignée de personnes. Je suis restée assise, la joue en feu, fixant les papiers intacts au centre de la table. Alors que le bruit de la dernière voiture s'estompait sur l'allée bordée de pins, Maître Valois m'a fait signe de rester près de la cheminée dans le salon. Il a attendu que la porte d'entrée se referme derrière le dernier membre de la famille, puis a doucement fermé les portes à deux battants du couloir de la salle à manger. Le feu s'était transformé en braise stable, jetant une lueur chaude mais faible sur le tapis persan usé et les rangées de photos de famille encadrées qui bordaient la cheminée. Certaines montraient grand-père dans sa jeunesse sur le quai du lac. D'autres capturaient des fêtes passées depuis longtemps. Maître Valois a posé sa mallette en cuir sur la table basse en chêne, a ouvert les loquets et en a sorti un classeur épais et usé, rempli de sections à onglets. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi, ajustant ses lunettes avant de parler. Votre grand-père a toujours été méthodique, Solange. Il y a 15 ans, juste après que vous ayez déménagé à Paris pour étudier le design de mode, il a créé une fiducie révocable entre vifs. Il l'a fait discrètement par l'intermédiaire de mon bureau, sans en informer personne d'autre dans la famille. Je me suis avancé sur le canapé, le cuir craquant doucement. Mon esprit est retourné à cette époque, un minuscule appartement dans le quartier latin, de longues nuits à dessiner, les premiers stages qui ne payaient rien d'autre que l'expérience. Maître Valois a continué, tournant à la première page marquée. La fiducie a transféré la propriété de l'ensemble du domaine au bord du lac dans les Alpes, de l'appartement de grand standing dans le Marais que vous utilisez pendant la semaine de la mode, des terres agricoles du nord de la France qu'il a achetées dans les années 90, et de son portefeuille d'investissement, actuellement évalué à environ 1,8 million d'euros directement à vous en tant qu'unique bénéficiaire. Il a fait une pause pour laisser les chiffres s'imprégner. Il y a plusieurs clauses de protection intégrées. Aucune contestation n'est autorisée sans encourir de sanctions légales substantielles. Pas de vente forcée. Pas de division. C'est verrouillé. J'ai regardé les documents qu'il a fait glisser vers moi. Des signatures datées de 15 ans plus tôt. Des sceaux notariés. L'écriture soignée de grand-père sur des notes en marge. Pourquoi si tôt, ai-je demandé doucement. J'avais à peine 22 ans. Je n'avais encore rien prouvé. Maître Valois a joint ses mains. C'est exactement pour ça. Il voyait votre indépendance comme une force, pas une absence. Vous étiez la seule à maintenir un contact réel. Ces cartes de vœux faites à la main que vous conceviez et postiez depuis n'importe quelle ville où vos défilés vous menaient, Londres une année, Tokyo la suivante. Les appels vidéo que vous casiez entre les essayages, même si cela signifiait vous réveiller à l'aube à Paris pour l'avoir avant son dîner ici.
Réservez des vols de dernière minute pour ses anniversaires ou simplement parce que vous sentiez qu'il avait besoin de compagnie. Sa voix s'est adoucie. Il m'a dit une fois, en confidence, que vous ne l'aviez jamais fait se sentir oublié. Les visites des autres se sont raréfiées avec le temps. J'ai dégluti difficilement. Grand-père avait observé la dynamique familiale changer bien avant que quiconque ne l'admette. La préférence claire de maman pour Laurine, celle qui était restée proche, qui correspondait au rôle attendu. Deux moments me revenaient clairement maintenant. Un mois de juillet étouffant quand nous étions adolescentes, Laurine avait réclamé la suite parentale avec sa terrasse privée sur l'eau. Maman avait insisté sur le fait que c'était juste, car Laurine avait des amis qui venaient loger. J'avais été relégué dans la chambre d'amis étroite derrière la cuisine, avec une fenêtre donnant sur le mur du hangar à bateau. Grand-père n'avait rien dit au dîner, mais plus tard, je l'avais trouvé sur le porche, fixant le lac. Il m'avait tendu un soda froid et s'était assis à côté de moi en silence pendant 1 heure. Le second souvenir était plus vif. Ma chance de percer était un poste d'assistante lors d'un grand défilé, mais le vol de Paris à Milan allait anéantir mes économies. Le loyer était dû. Les impressions de portfolio n'étaient pas bon marché. Une enveloppe neutre est apparue à ma porte. À l'intérieur, le montant exact du billet d'avion plus un supplément pour les repas. Un court mot de l'écriture de grand-père crée quelque chose que le monde n'a jamais encore vu. Aucune signature n'était nécessaire. Je n'ai jamais dit à personne d'où venait l'argent. Maître Valois a tourné une autre page. Il avait anticipé les conflits. C'est pourquoi la fiducie a été structurée de cette manière pour vous protéger de la pression de quiconque essaierait de prétendre que vous ne le méritiez pas parce que vous aviez construit une vie ailleurs. Il a montré des clauses spécifiques, des dispositions anti-contestation, des pénalités pour les contestations futiles, des exigences pour que tout changement ait ma seule approbation. Légalement, votre mère et votre sœur n'ont aucun droit. Elles ont supposé que les règles de succession standard s'appliqueraient après son décès. Mais ces règles n'ont jamais joué ici. J'ai tracé les initiales de grand-père dans un coin. Faible mais indubitable. Au bas d'une page annexe, son écriture à nouveau, pour Solange. Elle comprend la valeur au-delà de l'argent. Le poids de tout cela m'a frappé. Toutes ces années, je pensais que je restais simplement proche par amour. Il s'est avéré que grand-père y voyait une preuve de caractère. Maître Valois a rassemblé les copies qu'il avait préparées pour moi, acte de propriété, déclaration de fiducie, résumé de compte. Vous avez le contrôle maintenant, mais attendez-vous à de la résistance. Aujourd'hui n'était que le début. Je me suis levé, le dossier lourd dans mes bras. Le feu a crépité une fois, projetant une brève lueur à travers la pièce. Une force que je n'avais pas ressentie plus tôt s'est installée dans ma poitrine. Je suis sorti du salon, portant la preuve, pleinement consciente que tout le monde avait agi sur la base d'un malentendu vieux de 15 ans. Tard cet après-midi-là, j'ai franchi le portail principal et je me suis garé devant la maison au bord du lac. Le domaine était calme maintenant, presque anormalement après le chaos précédent. Aucun autre véhicule ne restait dans l'allée circulaire. Le vent bruissait dans les grands pins entourant la propriété, transportant l'odeur vive de l'hiver approchant. L'eau du lac clapotait doucement contre le quai privé, un son que je connaissais depuis l'enfance. Je suis sorti de la voiture, le gravier crissant sous mes chaussures, et j'ai utilisé ma vieille clé pour entrer dans la maison principale. Le hall d'entrée semblait inchangé, au plafond, parquet, le faible écho des pas. La lumière du soleil entrait embillée par les grandes fenêtres donnant sur l'eau, projetant de longs motifs sur les meubles. Je ne me suis pas attardé. Je me suis dirigé directement vers l'ancien bureau de grand-père, la pièce nichée à l'arrière, avec vue sur le hangar à bateau et la rive boisée. La poussière s'était déposée en une épaisse couche sur les étagères garnies de vieilles cartes marines et de volumes reliés en cuir qu'il collectionnait. Son énorme bureau en chêne trônait au centre, des papiers éparpillés au hasard, comme si personne n'avait rien organisé depuis son décès. Des tasses de café vides cerclées de taches. Quelques enveloppes non ouvertes empilées dans un coin. L'espace dégageait un sentiment d'abandon qui n'existait pas de son vivant. J'ai d'abord essayé les tiroirs du haut verrouillés, comme prévu. Puis je me suis tourné vers le meuble bas sur le côté droit, celui qui dissimulait le coffre-fort encastré qu'il avait installé des décennies auparavant. En m'agenouillant, j'ai entré la combinaison qu'il avait un jour partagée uniquement avec moi, le mois et l'année de son anniversaire de mariage. Le mécanisme s'est ouvert en douceur. À l'intérieur,
Les dossiers étaient serrés, leurs bords gondolés par l'humidité. La correspondance bancaire dominait la couche supérieure. J'ai sorti le dossier le plus lourd, étiqueté simplement « Prêt immobilier ». Le document principal était un contrat d'hypothèque datant de 8 ans. Un prêt substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros, garanti par l'ensemble du domaine au bord du lac dans les Alpes. La signature de maman apparaissait comme emprunteuse, revendiquant la propriété sur la base de ce qui ne pouvait être qu'une copie obsolète du testament de grand-père, antérieure à la fiducie, la version que tout le monde supposait être définitive. J'ai parcouru les termes. Les taux d'intérêt étaient raisonnables à l'origine, mais les paiements étaient devenus irréguliers. Des échéances manquées étaient notées avec des tampons rouges. Les pénalités accumulées étaient listées sur des annexes. Vers la fin se trouvait la lettre la plus récente de la banque, un dernier avis de défaut de paiement, exigeant une régularisation immédiate ou l'engagement d'une procédure de saisie immobilière dans les 30 jours suivants. Elles avaient mis en gage une garantie qu'elles ne contrôlaient plus. Plus bas dans le coffre, derrière le dossier de l'hypothèque, se trouvait une simple enveloppe en papier craft avec « Planification future » écrit de la main précise de Laurine sur l'onglet. Je l'ai ouverte sur le bureau. Le contenu incluait un projet de transfert de propriété entièrement rédigé pour le domaine, nommant Julien comme bénéficiaire. La signature de maman était pré-remplie, une imitation assez proche pour tromper un examen superficiel, mais des divergences étaient visibles en y regardant de plus près. De légères variations dans la hauteur des boucles, des différences de pression. Des notes en marge détaillaient la justification, réduit l'impôt sur les successions grâce à une structure de donation, et permet une division discrète des produits entre les membres principaux de la famille. Des pages supplémentaires décrivaient les améliorations prévues, une rénovation complète de la cuisine avec des appareils haut de gamme, l'agrandissement du cottage d'invités pour la location, un potentiel nouveau système de quai flottant avec des élévateurs à bateau. Des devis d'entrepreneurs étaient joints, plusieurs portant la mention « acompte versé » de la main de Laurine. Parmi ceux-ci se trouvaient des relevés de crédit récents et plusieurs cartes atteignant ou approchant leurs limites. Des dépenses pour des voyages de shopping en Europe coïncidant avec mes propres calendriers de défilé, des locations de véhicules de luxe, des adhésions à des clubs privés, et tout cela reposait sur la liquidité future du domaine pour couvrir les soldes. J'ai étalé les documents sur la surface du bureau. Les schémas sont apparus clairement. Les dépenses augmentaient régulièrement à mesure que la valeur immobilière grimpait dans la région. De nouvelles lignes de crédit étaient ouvertes pour combler les manques, des retraits d'autres comptes pour assurer les paiements minimums, tout cela avec la confiance que la valeur nette du domaine résoudrait tout le moment venu. Mais la fiducie rendait la garantie principale invalide dès le départ. La banque détenait une hypothèque sur du vent. Je me suis installé dans le vieux fauteuil en cuir de grand-père, celui positionné avec vue sur le lac, ses accoudoirs usés et lissés par des années d'utilisation. Le siège portait encore sa faible odeur de tabac à pipe. En tenant la lettre d'avertissement de saisie, j'ai reconstitué l'urgence derrière la confrontation d'aujourd'hui. Elles n'étaient pas seulement avides. Elles étaient désespérées. Des paiements imminents. Des enquêtes bancaires probablement déjà en cours. Ma signature sur un transfert à Julien créerait une trace écrite suggérant un changement de propriétaire légitime, retardant ou compliquant potentiellement toute contestation. J'ai fouillé plus profondément dans le coffre. Un autre dossier a révélé une deuxième ligne de crédit sur les terres agricoles du nord de la France, également basée sur les hypothèses de l'Ancien Testament. D'autres avertissements étaient glissés à l'intérieur. Des avis de découvert de comptes chèques utilisés pour les dépenses quotidiennes. L'ampleur m'a surprise. Pas des dépenses excessives occasionnelles, mais une dépendance systématique à un héritage futur qui ne s'est jamais matérialisé comme prévu. Des rénovations commanditées mais inachevées. Des acomptes non remboursables, des obligations qui s'accumulaient. La lumière du soleil déclinait dehors, faisant passer la surface du lac de l'or au gris. Les ombres s'allongeaient sur le plancher du bureau. J'ai photographié les pages clés avec mon téléphone pour mes archives, puis j'ai tout remis à sa place d'origine, à l'exception des documents les plus critiques que j'ai sécurisés dans mon sac. En me levant, la maison semblait porter un poids supplémentaire et des années de décisions construites sur une fondation défectueuse. Le calme ne semblait plus paisible. Il ressemblait à une attente. J'ai verrouillé le coffre, essuyé les empreintes digitales sur la poussière et j'ai laissé le bureau exactement comme je l'avais trouvé. Le bruit de pneus sur l'allée de gravier m'a tiré du bureau. J'ai fermé le dossier entre mes mains et je suis entré dans le couloir juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait. Maman, Laurine et Julien sont entrés,
les visages encore rouges des conversations qu'ils avaient eues après la réunion. L'atmosphère a changé immédiatement, lourde, chargée. Laurine m'a aperçu la première. Elle s'est avancée d'un pas décidé, ses talons claquant sèchement sur le parquet. Nous n'avons pas fini de parler. Tu dois signer ces papiers maintenant et mettre fin à ces bêtises. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, les bras croisés, les yeux plissés. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça après cette scène? Tout le monde est contrarié. Répare ça. Maman la suivait de près, serrant son sac à main comme un bouclier. Son expression s'est adoucie en quelque chose de travaillé, les yeux brillants, la voix tremblante. Ma chérie, s'il te plaît. Tu déchires cette famille. Tout ce que nous te demandons, c'est de penser à nous pour une fois. Après tout ce que nous avons sacrifié, tout ce que nous avons traversé ensemble, ne nous fais pas ça. Elle a tendu une main, les larmes commençant à couler. Je ne peux pas perdre cette maison. C'est tout ce qu'il me reste de ton grand-père, de notre vie ici. Tu me brises le cœur. Julien restait en retrait près de la porte, les mains dans les poches, le regard fixé principalement sur le sol, mais le relevant de temps en temps. Il n'a pas parlé, observant simplement l'échange avec une mâchoire serrée. Je me suis approché de la petite table d'appoint dans l'entrée et j'ai posé la pile de documents que j'avais apportés du bureau, les dossiers de prêt, le projet de transfert falsifié, les avertissements de la banque. Ils ont atterri avec un bruit sourd et délibéré. Les yeux de Laurine se sont tournés vers les papiers. Qu'est-ce que c'est que ça? Je les ai regardés chacun à leur tour. Je sais tout. Maman s'est figée, la main tendue. La bouche de Laurine s'est légèrement ouverte. La banque le saura bientôt, ai-je continué. Julien a changé de pied, jetant un regard vers la porte pendant une seconde. Vous avez 30 jours pour déménager. Le silence s'est étiré, épais. Pas de questions, pas d'explication de ma part. Laurine a été la première à se ressaisir. Sa voix s'est élevée, aiguë et forte. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est notre maison. Tu ne vis même pas ici. Tu passes ton temps à voyager pour des défilés pendant que nous entretenons tout. Elle s'est approchée, le doigt pointé en l'air. Tu nous dois ça. Après toutes les années où nous nous sommes occupés de grand-père pendant que tu étais trop occupé à courir après la gloire. Les larmes de maman se sont transformées en sanglots. Elle s'est effondrée sur le banc voisin, les mains couvrant son visage. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère. Je t'ai élevée, et maintenant tu nous mettrais à la rue? Quel genre de fille fait ça? Sa voix se brisait à chaque mot, ses épaules secouaient. Pense à ce que les gens diront. Le scandale. S'il te plaît, ma puce, ne me fais pas te supplier. Julien a finalement parlé, d'une voix basse et incertaine. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Partager les choses équitablement. Ou. Il s'est interrompu quand je n'ai pas répondu. Laurine faisait maintenant les 100 pas, la fureur montant. C'est insensé. Tu nous punis pourquoi? Pour être resté? Pour avoir été là quand il avait besoin de sa famille. Signe ces fichus papiers et passons à autre chose. Maman a attrapé mon bras, les doigts tremblants. Si tu m'as jamais aimé, tu ne feras pas ça. Nous pouvons arranger les choses ensemble. Donne-nous juste du temps. Je suis resté immobile, les bras le long du corps. Le volume de Laurine a encore augmenté. Tu détruis tout ce que grand-père a construit. Il aurait honte. Maman a gémi doucement. Ne laisse pas les choses se terminer comme ça. Nous sommes tout ce qui reste. Julien a reculé, les yeux de nouveau sur les papiers, mais sans rien dire de plus. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas justifié. Je n'ai pas cédé. Laurine s'est jetée vers la table comme pour saisir les documents. J'ai posé ma main à plat dessus. Elle s'est arrêtée net, respirant bruyamment. Maman a levé les yeux à travers ses larmes. Au moins, parle-nous. Explique pourquoi tu es si cruel. J'ai soutenu leur regard une dernière fois. Puis je me suis retourné et j'ai descendu le couloir, passant devant le bureau, en direction de la porte arrière menant au sentier du lac. Derrière moi, les cris de Laurine résonnaient contre les murs. Les supplications de maman s'y mêlaient, désespérées et brisées. Julien est resté silencieux.
Je ne me suis pas retourné. 3 semaines plus tard, d'épaisses enveloppes de la banque ont commencé à arriver à leur maison près de Reims. J'étais à Paris lorsque les premiers rapports sont parvenus de la société de gestion que j'avais engagée. Ils ont transféré des scans de la correspondance adressée à maman, des lettres officielles sur papier à en-tête de la banque, estampillées Urge. L'enquête a commencé rapidement une fois que j'ai envoyé des documents anonymes prouvant que le domaine n'avait jamais été une garantie valide. Les auditeurs ont confirmé le transfert de la fiducie des années plus tôt. L'hypothèque, construite sur des hypothèses obsolètes, est devenue inapplicable contre la propriété au bord du lac. Mais les retombées se sont étendues. La banque a reporté son attention sur d'autres actifs liés au nom de maman et de Laurine. Leur résidence principale près de Reims, une maison de maître modeste mais confortable qu'elles avaient refinancée plusieurs fois, a fait l'objet d'un examen immédiat. Des avis de défaut de paiement ont suivi. Des procédures de saisie ont été engagées en quelques jours. Les agences de crédit ont mis à jour leurs dossiers rapidement. Les comptes joints ont été gelés, les lignes de crédit fermées, les cotes de crédit ont chuté de plusieurs centaines de points du jour au lendemain. Les nouvelles demandes étaient automatiquement refusées. Même les services publics de base ont été signalés pour des dépôts de garantie. L'emploi de Laurine dans l'agence immobilière locale a pris fin brusquement. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les collègues et les clients après qu'un cousin a mentionné le litige familial lors d'un événement communautaire. La nouvelle s'est propagée à travers les réseaux de voisinage, les réunions de la chambre de commerce et les journées portes ouvertes. Au moment où la direction l'a convoqué, ses mandats s'étaient taris. Le licenciement cité un risque pour la réputation de la marque. Aucune indemnité au-delà du standard. Julien a pris ses distances presque immédiatement. Les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Les connexions sur les réseaux sociaux ont été supprimées. Toute trace numérique le liant au projet de transfert a disparu. Fichiers supprimés, messages annulés. Il a plaidé l'ignorance lorsqu'il a été interrogé par des connaissances communes, insistant sur le fait qu'il n'avait offert que des conseils informels. Personne n'a insisté. Maman a d'abord essayé de me contacter. 3 appels en une soirée. Les messages vocaux étaient tremblants. Des plaidoyers pour la compréhension, des promesses de rembourser d'une manière ou d'une autre, des questions pour savoir si je pouvais parler à quelqu'un à la banque. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale, puis j'ai bloqué le numéro. Les messages de Laurine sont venus ensuite, des textos à des heures indues, des accusations de trahison, des rappels de sacrifice d'enfance, des exigences d'explication que je devais en tant que fille et sœur. Des menaces de poursuites judiciaires qui ne se sont jamais matérialisées. Chacun était plus court, plus en colère. Je l'ai bloqué aussi. La société de gestion s'est occupée du reste efficacement. Une équipe professionnelle était sur place en moins d'une semaine, inventoriant le contenu, changeant les serrures, coordonnant l'entretien. Les caméras de sécurité ont été mises à niveau. Des demandes de location pour la basse saison arrivaient déjà. L'appartement de grand standing a été loué à un client d'entreprise pour le surplus de la semaine de la mode. Les terres agricoles ont été louées à un exploitant local de confiance. Les relevés arrivaient régulièrement, projections de revenus, rapports de dépenses, déclarations fiscales préparées. Tout fonctionnait sans accroc, détaché du chaos personnel. Des nouvelles occasionnelles de parents éloignés parvenaient, des récits de seconde main de camions de déménagement à la maison de Reims, des biens emballés à la hâte, maman séjournant temporairement chez une tante, Laurine aperçue cherchant un appartement seul. Aucun contact direct n'a été tenté après les blocages. J'ai examiné les rapports depuis mon atelier, des croquis pour une prochaine collection étalés sur la table. Les chiffres étaient nets, prévisibles. Pas de surprise. La distance semblait définitive. Plus d'appels inattendus. Pas d'explications nécessaires. Pas d'envie d'intervenir. Les conséquences se sont déroulées exactement comme la loi le permettait, impersonnelle, complète, irréversible. Un après-midi de fin d'automne, alors que le vent du lac fouettait les aiguilles de pin rouge sur la route, je me suis rendu au petit cimetière près du domaine. Les portes étaient déverrouillées comme toujours, le chemin de gravier crissant sous mes pneus. Je me suis garé sous les vieux chênes et j'ai marché la courte distance jusqu'à la tombe de grand-père. La pierre était simple, son nom, ses dates, une courte phrase sur son amour de l'eau. La terre fraîche s'était tassée depuis longtemps. Maintenant, des fleurs sauvages bordaient l'herbe. Je suis resté là dans le froid,
mon manteau bien fermé. La brise transportait la brume du lac, fraîche contre mon visage. Aucun long discours n'est sorti. Je n'ai pas ressassé les disputes ou les retombées. Juste des mots silencieux, à peine au-dessus du vent. Merci de m'avoir donné les outils pour me protéger. Les feuilles ont bruissé au-dessus de ma tête comme une réponse. Le temps avait passé depuis que tout s'était effondré. Les week-ends m'appartenaient désormais, seul au domaine. Je montais les vendredis soirs après avoir terminé les défilés ou les essayages, j'ouvrais la maison principale et je laissais le silence s'installer. Les matins commençaient avec un café sur la terrasse, en regardant le brouillard se lever de l'eau. Aucun horaire ne m'était imposé, aucune voix ne remettait en question mes choix, juste le rythme régulier des vagues contre les poteaux du quai. Les après-midi étaient consacrés à de longues promenades sur les sentiers du littoral que grand-père entretenait lui-même. Je suivais les mêmes chemins, mes bottes s'enfonçant dans les aiguilles de pin, respirant un air vif et froid. Le hangar à bateaux était vide mais sécurisé, les canoës couverts pour l'hiver. Les soirées étaient pour la cheminée. Je l'allumais comme il me l'avait appris, le petit bois d'abord, les bûches croisées et je m'asseyais avec un livre ou des croquis étalés. Les flammes crépitaient et éclataient. Dehors, les étoiles devenaient claires au-dessus du lac, plus brillantes qu'en ville. La paix venait des limites claires que j'avais tracées, coupant les ponts avec ceux qui ne faisaient que prendre. Les attentes, la culpabilité et les exigences ont laissé place à quelque chose de réel. Plus d'énergie gaspillée à justifier ma vie, ma carrière, mon absence ou ma présence. Le regret n'a jamais fait surface. Pas quand les rapports ont montré que la maison de Reims avait été vendue aux enchères. Pas quand des nouvelles lointaines mentionnaient de nouveaux appartements ou des recherches d'emploi. Pas même quand de vieilles connaissances communes me demandaient si je reconsidérerais ma décision. Le choix était le seul qui préservait la dignité. Grand-père l'avait compris. Il avait construit des protections non seulement pour la richesse, mais pour la liberté face à la manipulation. Restant près de la tombe plus longtemps que prévu, j'ai placé un petit bouquet de branches de pin à sa base, quelque chose de naturel, rien d'acheté en magasin. Le vent s'est levé, dispersant les aiguilles sur la pierre. Je me suis retourné vers la voiture. La route du retour serait bientôt sombre, les phares fendant les arbres. Mais le domaine m'attendait chaque fois que j'en avais besoin. Calme. Entretenu. À moi. Le respect de soi et l'indépendance, c'était le véritable cadeau qu'il m'avait laissé. Faire respecter les limites était la meilleure façon de l'honorer. Pas de regret. Pas de